Joseph Kabila de retour à Kinshasa après 4 mois à l'extérieur de la capitale. Dans le Haut-Katanga où il y était, il a entre autres accordé plusieurs audiences. Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine prend actuellement part aux obsèques nationales du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno à N'Djamena. Sur place, Félix Tshisekedi a salué la mémoire d'un digne fils africain, partenaire privilégié de l'Afrique. Report à une date ultérieure de l'investiture du gouvernement Samalou Kondé et pour cause, les raisons techniques, indique le rapporteur de la Chambre basse du Parlement. C'est déjà le début du week-end et vous êtes nombreux à nous suivre. Très heureuse de vous retrouver pour vous informer. Après 4 mois à l'extérieur de Kinshasa, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a regagné la capitale aujourd'hui. Le sénateur à vie a passé l'essentiel de son séjour dans sa ferme de Kashamata, dans le Haut-Katanga, où il a communié avec toute la population katangaise et a accordé plusieurs audiences. Il est de retour sur Kinshasa, en provenance de Lubumbashi, comme l'a si bien indiqué par la conseillère en communication de Joseph Kabila Kabange sous son compte Twitter. Il pleut de joie sur Kinshasa. Près de 4 mois sont celui que les Kinois appellent affectueusement Raïs. C'est sous cette pluie de bénédictions que Joseph Kabila Kabange atterrit de nouveau dans la capitale. La joie, oui, renchérit d'autres internautes qui constatent la liesse des Kinois quant au retour de Joseph Kabila Kabange. Parti volontairement, il est revenu volontairement. Bon retour à Kinshasa, JKK. C'est ce qu'on peut lire sur le compte Twitter de Marie-Ange Mouchebekwa, ancien ministre sous Bruno Tshibala. De Kashamata, Joseph Kabila Kabange s'est rendu à Dubaï pour une conférence de haut niveau. Des retours des Émirats Arabes Unis, Joseph Kabila Kabange avait fait une escale à Harare, capitale du Zimbabwe, où il a eu tête-à-tête avec le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, pour ensuite regagner sa ferme de Kashamata à Lubumbashi. De là, le président honoré Joseph Kabila Kabange a tenu de multiples activités, tant politiques que sécuritaires. Il a également eu des entretiens avec Bintou Keïta, nouvelle chef de la MONUSCO en République démocratique du Congo. De retour à Kinshasa, Joseph Kabila Kabange s'est dit attristé par le décès de son ancien homologue et frère Idriss Déby. Joseph Kabila Kabange présente ses vives condoléances au peuple tchadien et comprend mieux la situation précaire dans laquelle vivent les populations congolaises. Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine prend actuellement part aux obsèques nationales du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno à N'Djamena. Prenant la parole en présence de nombreux chefs d'État dont celui de la France, Emmanuel Macron, Félix Tshisekedi a salué la mémoire d'un digne fils africain, partenaire privilégié de l'Afrique, mais aussi du Congo, dont la disparition aussi brusque que brutale plonge le continent tout entier dans les mois. Extrait de son discours retransmis sur la chaîne nationale tchadienne. Regretté homologue et cher frère, le maréchal du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, décédé ce mardi 20 avril 2021. Je n'aurais jamais imaginé que lorsque je l'ai vu le vendredi dernier à Brazzaville, en marge de l'investiture du président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, c'était la dernière fois et que son au revoir était en réalité un adieu. Cette disparition tragique suscite autant l'indignation, l'incompréhension que l'émoi. En effet, il est inacceptable que cet acte ignoble ait pu ôter la vie au président Déby, menaçant ainsi la stabilité du Tchad, à laquelle mon pays, la République démocratique du Congo, tient particulièrement, à l'instar de l'Union africaine que j'ai l'honneur de représenter en cette triste circonstance. L'Afrique a eu, en la personne de son Excellence le président Déby, un défenseur de ses intérêts et de son impérieux besoin de pacification et de stabilité.
Félix Tshisekedi qui a plaidé avant de s'envoler pour la révision à la hausse du prix de carbone forestier de 5 à 100 dollars américains lors de l'ouverture du sommet virtuel sur le climat du président Biden. Pour lui, les pays industrialisés et émetteurs de la grande partie des gaz à effet de serre doivent mettre le paquet dans la lutte contre le changement climatique. Plus de 40 chefs d'État prennent part à ce sommet qui se clôture ce vendredi. Et parmi les nombreuses retombées du séjour du président kényan à Kinshasa, il y a également eu le volet de la coopération aéronautique en présence de Félix Tshisekedi et Uhuru Kenyatta. Les directeurs généraux de Congo Airways et Kenya Airways ont signé un mémorandum d'entente. Ce dernier s'ajoute à la série d'accords de coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité. En présence des chefs d'État de la République démocratique du Congo et de la République du Kenya, les directeurs généraux de Congo Airways et Kenya Airways ont signé ce jeudi à Kinshasa un mémorandum d'entente dans l'objectif de renforcer la coopération entre les deux transporteurs nationaux. Désiré Balaziré, directeur général de Congo Airways, et Alan Kilavuka, directeur général de Kenya Airways, ont identifié les domaines d'intérêt mutuel pour plusieurs objectifs. Premièrement, favoriser l'échange de connaissances, d'expertise, d'innovation et de meilleures pratiques grâce à la coopération technique. Ensuite, renforcer le partenariat régional dans la partie est du continent grâce à une collaboration commerciale pour augmenter le trafic des passagers et opportunités de frais. Congo Airways et Kenya Airways ont également convenu de soutenir la viabilité des deux transporteurs grâce à une collaboration financière à la suite de la pandémie de Covid-19. Ces mémorandums d'entente viennent s'ajouter à la série d'accords de coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité signés ce mercredi. Au terme d'une visite officielle de 3 jours à Kinshasa, le président Uhuru Kenyatta a repris son avion pour Nairobi, la capitale de son pays. Visiblement marqué par cette visite, le président Félix Tshisekedi a accompagné son hôte jusqu'au pied de l'avion, comme il l'avait fait le jour de son arrivée. L'investiture du gouvernement Sama Lukonde reportée une nouvelle fois, annoncée pour ce vendredi, l'audition du programme n'aura plus lieu. Le rapporteur de la Chambre basse du Parlement évoque les raisons techniques. Il faudra que le programme du gouvernement soit distribué aux députés 48 heures au moins avant la convocation de la plénière. À quand l'investiture par le Parlement du nouveau gouvernement Sama Lukonde, la question taraude encore les esprits des Congolais. Alors que le premier gouvernement de l'Union sacrée de la nation souffre de son investiture. Prévue pour ce vendredi 23 avril, la plénière a été renvoyée à une date ultérieure, selon les communiqués reçus auprès de la cellule de communication de la Chambre basse du Parlement. Parlant de la raison qui justifie ces reports à la dernière minute, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde doit refaire son programme d'action, insistent les députés nationaux. Après feuilletage, le bureau du Parlement découvre que l'introduction du préambule du document est effectivement du Premier ministre. Mais la conclusion porte la signature du président de la République, ce qui ne s'est fait nulle part ailleurs au monde. Sachant que le chef de l'État n'est pas constitutionnellement redevable devant le Parlement, mais plutôt son Premier ministre. Ce dernier est tenu de revoir ces documents qui doit entièrement avoir tout son gouvernement. Autre raison, c'est que le membre du gouvernement, Sama Lukonde, et les députés nationaux attendent d'être reçus par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour des directives. Et son agenda ne permet pas, selon certaines sources qui évoquent, une possible rencontre soit dimanche ou au milieu de la semaine prochaine. Ce qui fait dire que l'investiture du gouvernement Sama Lukonde ne sera probablement pas pour cette semaine. Rappelons que le programme d'action du gouvernement Sama Lukonde a été officiellement remis entre les mains du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbossonkodia, le mardi 20 avril, dans son cabinet. Et ce dernier a remis aux députés nationaux qui continuent à travailler pour relever. Et ce dernier a remis aux députés nationaux pour toilettage. Preuve à l'appui, le cabinet de Bruno Tshibala a balayé d'un revers de la main les accusations de détournement de l'indemnité de sortie portée contre l'ancien Premier ministre. Encore une fois, son équipe parle de cabale et d'un coup monté destiné à salir la réputation de l'ancien locataire de l'hôtel du gouvernement. Bruno Tshibala Nzenze, Premier ministre honoraire de la République démocratique du Congo,
A-t-il délocalisé ou mieux détourné les primes et indemnités de sortie des membres et conseillers de son ancien cabinet? Faux, rétorque son ancien directeur des cabinets adjoints qui a brandi les preuves de paiement du solde des arriérés et compléments des rémunérations et des indemnités de sortie lors d'une brève cérémonie au siège du parti ce jeudi 22 avril 2021. Pour Bruno Ntumba, tous les membres et conseillers ont touché leurs primes et indemnités de sortie chez Equity Bank, soit une enveloppe globale de 3 365 500 000 francs congolais. Aucun membre ni conseiller n'a été oublié. Pour le Premier ministre honoraire, un mensonge restera mensonge, même s'il est répété 1000 fois. Dans tout ce que les hommes peuvent faire, ils doivent privilégier la manifestation de la vérité. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Et dans quelques semaines, dans quelques mois, je serai contraint à briser ce silence. Et donc, je parlerai. Vous savez que je ne parlais que pour dire des choses essentielles. Et je le dirai. Bruno Tchibala dit qu'il s'agit là d'un coup monté par ses détracteurs, mais tout simplement raté. La Commission environnement et ressources naturelles du Conseil économique et social réfléchit dans un atelier de renforcement des capacités sur les mesures à prendre pour améliorer les conditions sociales des populations touchées par l'activité minière en République démocratique du Congo. La réflexion porte aussi sur les faiblesses et innovations du nouveau code minier, la négociation et la signature des contrats miniers. La situation socio-économique des Congolais, particulièrement la situation des populations affectées par l'activité minière en République démocratique du Congo, préoccupe au plus haut point le Conseil économique et social. Partant du conseil selon lequel les entreprises extractrices des minerais en RDC s'enrichissent, mais les communautés des milieux concernés demeurent pauvres. Une des innovations de ce code, c'était que les secteurs miniers puissent contribuer au développement local. Si réellement les secteurs contribuent au développement local, c'est plusieurs axes, notamment l'axe agriculture qui peut être développé à travers des revenus générés par les secteurs miniers. C'est pour cette raison que le Conseil économique et social a organisé à travers sa commission environnement et ressources naturelles un atelier de réflexion sur le code minier révisé en RDC et le financement du développement communautaire des entités affectées par les activités extractives. Les innovations et les faiblesses du nouveau code minier, la négociation et signature de contrats miniers et cahiers des charges, ainsi que la perception des redevances minières aux différents échelons et l'analyse des quelques rapports publiés par les partenaires sont entre autres le point abordé au cours de cet atelier. Compte tenu de l'importance de cette question au centre des discussions, le conseil spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté, M. Badibanga, a aussi pris part à ces travaux. Et le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, était représenté par le deuxième vice-président Léon Kiaboba, ainsi que les présidents des commissions permanentes du Conseil économique et social. Plus de 30 ans déjà que la RDC n'a pas octroyé de carte d'identité à sa population. Afin de venir en appui à la mission de l'ONIP, le groupe international Aztelco, une firme française, se dit prête à délivrer 50 millions de cartes d'identité aux Congolais avant 2023 sur financement propre. Le coût total est évalué à 500 millions de dollars américains. 3 décennies déjà depuis que la population congolaise n'a pas de carte d'identité. Si pour les uns, c'est un fait normal, pour les autres, c'est extrêmement dangereux, car garantir aux citoyens une identité est l'un des objectifs de développement durable définis en 2015 par l'Organisation des Nations Unies. Cet objectif est rappelé le 16 septembre de chaque année, lors de la célébration de la journée de l'identité. L'ONIP est chargée de créer un fichier général de la population qui garantira à tous les Congolais une identité juridique et servira de référence pour la fourniture des cartes d'identité et d'autres documents d'identification. Le groupe international Aztelco se dit prêt à mobiliser 500 millions de dollars américains afin d'accompagner Félix-Antoine Tshisekedi dans sa vision de doter aux Congolais une carte d'identité avant 2023. Pascal Cordier, le directeur général du groupe Aztelco, rassure quant au financement qu'il entend apporter
à la République démocratique du Congo sur le plan de l'obtention des cartes d'identité. Le groupe international Astelco a proposé au gouvernement de la RDC de produire les cartes d'identité des citoyens congolais avec un contrat de type BOT. Un contrat de type BOT, c'est un contrat qui se déroule en 3 phases. La première phase consiste à construire le système qui permettra de produire ces cartes d'identité. Pour construire ce système, un groupe investira jusqu'à 500 millions de dollars. Cet investissement comprendra tous les moyens techniques, depuis les postes d'enrôlement pour prendre les photos, les empreintes digitales des citoyens, jusqu'à la fabrication des cartes d'identité. Le directeur général du groupe se dit prêt avec son équipe à identifier et produire dans le délai 50 millions de cartes d'identité comme première phase. Il s'agit de produire les cartes d'identité, mais aussi d'identifier 50 millions de personnes dans le fichier général de la population. Ce groupe a signé depuis le 23 novembre de l'année passée un protocole d'accord avec le NIP afin de mettre au point une offre technique et financière. Dans la province de la Tchopo, le gouverneur Louis-Marie Walé Lufungula a réagi en rapport au message du vice-premier ministre sortant de l'Intérieur et Sécurité Gilbert Kankondé. À l'en croire, il s'agit d'une lettre non authentifiée qui circule sur les réseaux sociaux pour distraire la population, et l'usure voudrait que le gouvernement tout entier fasse l'intérim et non seulement le vice-gouverneur. Face à cette confusion, je me vois dans l'obligation de fixer l'opinion en donnant la position officielle de mon gouvernement. L'Assemblée provinciale de la Tchopo n'a pas adopté une motion de censure contre M. Walé Lufungula Louis-Marie, comme le prétend les documents en circulation. L'Assemblée provinciale de la Tchopo a plutôt adopté le 15 avril dernier, et dans l'irrégularité la plus flagrante, une motion de censure contre le gouvernement provincial dans son ensemble. Et même dans l'hypothèse où cette motion serait régulièrement adoptée, ce ne serait pas au vice-gouverneur d'assumer l'intérim, mais plutôt à l'ensemble du gouvernement qui va expédier les affaires courantes jusqu'à l'investiture du nouveau gouvernement élu. Quant à ce qui concerne cette motion de censure adoptée dans l'illégalité, je rappelle que mon gouvernement a saisi officiellement la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité tant de la procédure que de la décision du quorum de la dite motion, et la Cour constitutionnelle saisie a notifié à l'Assemblée provinciale la dite requête en inconstitutionnalité, et les deux parties attendent d'être départagées par cette haute cour. Bien plus, le gouvernement provincial n'ayant pas officiellement été saisi par ce message, ne se sentent donc pas concernés par son contenu. En Ituri, les forces armées de la RDC annoncent avoir neutralisé 17 rebelles des coalitions FPIC Codeco et Chini Akilimali FRPIC jeudi à Marabo, en territoire d'Irumu. La nouvelle est confirmée par le porte-parole de l'armée au secteur opérationnel de l'Ituri, que je vous propose d'écouter. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé ce jeudi les opérations militaires contre une coalition de la milice FPIC, FRPI réfracteur et le résiduel de la milice Codeco-ALC. Après les intenses combats, les forces régulières ont neutralisé 17 milices et 9 autres capturés. Donc, un élément de la FRPI de la communauté Ngiti et 8 autres ici de la communauté Bira, par eux, un mineur. Shukuru, toka kubaladana Nyakundi. Nyakundi kwa fanya nini ya milisi tina kilima. Jitaku BF. Walikuwa baibuduki ilikuwa mabofra yako bagiti. Wakavuka pala basa pika Nyakundi puziba. Walikuwa bi karibu desha ekelke. Kombaranga bati mbafele. Naza mungiti, naza milisa FRPI. Grâce à ces opérations éclairées sous la coordination du commandant secteur opérationnel Ituri, l'amiral Ejidengoy John, l'armée a pacifié totalement le village Marabo et la RN27, théâtre des opérations depuis le début de la semaine.
Les opérations continuent dans la zone de Niakoundé, retranchement ennemi où la population civile est prise en otage par ces hors-la-loi. Rappelons que la ville de Bunia et ses environs restent sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et hors menace, contrairement aux fausses rumeurs propagées par les ennemis de la paix. Au Nord Kivu, la nouvelle unité d'intervention de la 34e région militaire a été présentée jeudi à la population de Goma par le général de brigade Dieudonné Kapinga. C'était au cours d'une patrouille dissuasive aérienne et motorisée à travers les artères principales de cette ville et le territoire de Nyiragongo. C'est à travers une patrouille dissuasive aérienne et motorisée sur les artères principales de la ville de Goma, ainsi que le territoire de Nyiragongo, que la nouvelle unité d'intervention de la 34e région militaire a été présentée. C'est pour rassurer la population que l'armée est prête à toute éventualité, que cette stratégie anticipative a été mise sur pied, précise le major Guillaume Ndjike Kaiko, porte-parole de la 34e région militaire. C'était très important que la population de Goma connaisse qu'elle a une unité d'intervention. C'est ça l'objectif. C'est une patrouille imaginée par le commandant 34e région militaire qui s'inscrit aussi dans le cadre d'une anticipation stratégique parce qu'au regard des rumeurs, n'est-ce pas, qui courent et qui met à mal l'inquiétude de notre population, il était important que la population de Goma sache qu'elle a une unité, n'est-ce pas, d'intervention, composée de vaillants militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, qui n'évoluera pas seul. Vous avez vu qu'à côté de cette unité, il y a aussi le Task Force, ou l'unité d'intervention de la garde républicaine. C'est un signe de liesse de la population qui s'est observé partout où cette unité passait. Quelques curieux ont préféré d'ailleurs accompagner ces jeunes militaires de FARDC pour ainsi exprimer leur joie de voir une telle unité de l'armée congolaise, ce qui rassure les habitants de Goma. C'est une joie pour moi de voir que nous avons une telle armée. Nous sommes rassurés que la guerre va prendre fin. À noter que cette unité est composée de plusieurs jeunes militaires et bien formés pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Entre-temps, la délégation des rescapés des attaques de l'Est venue à Kinshasa depuis quelques jours dans une mission de plaidoirie à mi-parcours demande dans l'urgence de déclarer Béni comme une zone sinistrée. C'était lors d'une conférence de presse jeudi. Celle-ci sollicite également aux autorités de prendre des mesures spéciales en faveur des populations de Béni. Je vous propose de suivre la chef de la dite délégation, Rose Kambo. Nous avons rencontré la plupart des autorités nationales ayant dans leur charge la sécurité et la défense. Nous sommes en train maintenant de voir les ambassades, les corps diplomatiques des différents pays et nous comptons aussi les impliquer, leur rappeler certains engagements de leur part pour ce qui est de la paix. Parce qu'ils ne sont pas ici par plaisir. Certains sont là pour la paix, certains sont là pour le développement, mais on ne peut pas développer un pays où il n'y a pas de population. Et certains, la majorité d'ailleurs sont là pour, selon leurs textes, le respect des droits humains, de l'état des droits, mais il n'y a pas d'état des droits, pendant que les droits les plus élémentaires qui sont liés au respect de la vie humaine sont vraiment bafoués. Et donc, nous allons les interpeller parce que la guerre de Béni vit leur cause et doit trouver des solutions au niveau national et international. Ils ont aussi une grande part, ces gens-là, de la communauté internationale et demander à la population quinoise de pouvoir s'impliquer comme nous l'avions fait à période de M23. Urgentes qu'il est en train de prendre. Vous voyez par exemple, hier il a été avec le chef d'État du Kenya et à partir de là, ils ont pris la décision de voir les forces armées kenyanes venir en secours aux forces armées de la République. Ce sont des mesures qu'il n'avait jamais prises, mais qu'il a commencé à prendre parce que peut-être il a compris avec les témoignages des rescapés que la question vaut la peine d'être considérée comme la priorité des priorités. Place au rappel des titres. Joseph Kabila de retour à Kinshasa après 4 mois à l'extérieur de la capitale. Dans le Haut-Katanga où il y était, il a entre autres accordé plusieurs audiences.
Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine prend actuellement part aux obsèques nationales du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno à N'Djamena. Sur place, Félix Tshisekedi a salué la mémoire d'un digne fils africain, partenaire privilégié de l'Afrique. Report à une date ultérieure de l'investiture du gouvernement Samalou Koundé et pour cause, les raisons techniques, indique le rapporteur de la Chambre basse du Parlement. Ne quittez pas vos sièges, dans un instant la revue de presse. Et c'est avec Jenny Kaembe qui me rejoint dans ce studio. Bonjour et bienvenue. Bonjour Chloé Mbouya, bonjour à tous. À la une de votre revue de presse, le retour de Joseph Kabila à Kinshasa. Effectivement, c'était sous la petite pluie de ce vendredi matin. Il pleut de joie sur Kinshasa. Note casinfo.ca. Près de 4 mois sans celui que les Kinois appellent affectueusement Raïs. Arrivé à Lubumbashi le 18 décembre, Joseph Kabila s'était rendu à Dubaï pour une conférence de haut niveau. Rappel Politico.cd. De retour des Émirats Arabes Unis, Joseph Kabila avait fait une escale à Harare, capitale des Zimbabwe, pour ensuite regagner sa ferme des Kashamata, complète les sites à Lubumbashi. Plusieurs de ses proches confirment qu'il a tenu de multiples activités, tant politiques que d'autres. État de droit de Félix Tshisekedi mis à l'épreuve, les médias ont largement commenté ce sujet. Arrivé au pouvoir après l'élection de 2018, Élection.net rapporte que depuis son investiture, le pouvoir de Félix Tshisekedi est émaillé de plusieurs scandales, notamment des dépassements budgétaires, des détournements colossaux de sommes d'argent, des zones d'ombre dans l'exécution des différents projets, dont le célèbre 100 jours à la base, l'incarnation de son ancien directeur de cabinet, Vital Kamerhe, actuellement en prison, acharnement ou victime de l'état des droits, s'interroge le site devant les Congolais vivant en Namibie. Les présidents avaient déclaré qu'ils s'opposent à toute arrestation d'un citoyen congolais qui émet une critique sur les chefs de l'État. Mais depuis le début de l'année 2020, plusieurs arrestations arbitraires sont à l'actif de celui qui était opposant d'hier, conclut Élection.net lors d'un entretien accordé à TV5 Monde. Le président de la République avait affirmé avoir trop de travail à faire et pas de temps à perdre avec les règlements de compte, rappelle lemonde.fr. À ses propos, justement, Gloria Mbouya, la Gazelle, s'intéresse à l'élection de Kalouba, remplaçant de Luamba à la Cour constitutionnelle. D'après la consoeur, cette haute instance judiciaire est la preuve première de l'existence d'un état de droit et pour cela, cette Cour doit être respectueuse de toutes les matières. Terminons avec les derniers hommages d'Idriss Déby Itno. Tout à fait. Avant les débuts de la cérémonie, les chefs d'État des pays du G5 Sahel ont rencontré Mahama Idriss Déby, fils d'Idriss Déby, qui dirige le gouvernement de transition, rapporte France24.com. Pour des consultations sur la transition qui s'est mise en place, newsyao.fr renseigne de son côté que les rebelles menacent de marcher sur N'Djamena et l'opposition continue de dénoncer ce qu'elle qualifie des coups d'État. Merci Jenny Kaembe pour ce tour d'horizon. Merci à vous autant. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous sur Espace 50. Prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.